Anne Le Henenf qui nous fait l'immense amitié d'être avec nous. Alors le temps nous est compté puisque vous êtes attendus aussi, donc on va évoquer avec vous cette dimension, chère Anne, je vous en prie. Installez-vous. Alors, je le rappelle, simplement députée de la première circonscription du Morbihan. Vous êtes vice-présidente du groupe d'études économie, souveraineté, innovation numérique. Vous êtes également rapporteur du groupe de travail souveraineté numérique au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes. Souveraineté numérique, on en parle quelques minutes avec vous, si vous voulez bien. Comment est-ce que vous abordez cette dimension? C'est effectivement un point stratégique voulu par le gouvernement. Bruno Bonnell l'évoquait à l'instant. Comment vous abordez cette dimension au sein de l'hémicycle et au sein des travaux que vous conduisez? Alors, on a évidemment... bonjour à toutes et à tous. Et d'avance, je m'excuse auprès de chacun d'entre vous, mais je dois reprendre un train qui me ramène en Bretagne. Et donc, je vais intervenir 10 minutes et je pars en Bretagne avec joie. Même si je suis très très contente d'être là, mais les trains ne sont pas aussi nombreux que d'habitude. Voilà, donc il faut s'adapter et je le fais très bien. Bon, voilà. Alors, effectivement, c'est une priorité, la souveraineté numérique. C'est même une demande, je dirais, de la filière industrielle. Il y a les aspects industriels. En gros, on nous demande à nous, législateurs, que faites-vous pour faire en sorte que la France soit équipée avec des logiciels, je dirais des acteurs principalement nationaux. Et comme l'ont dit les précédents intervenants, c'est nous sommes des champions, en fait. Nous sommes des champions, sauf que parfois, on a un petit peu de mal, parce qu'on est souvent plus royaliste que le roi. On s'impose des règles très strictes. D'abord, il y a les règlements européens, ce qui est normal. Parfois, on est encore un petit peu plus musclé. Je vais vous donner un exemple où il est nécessaire de lever des freins. Donc, on a cette volonté de faire, par les dispositifs gouvernementaux mis en place, que ce soit effectivement France Relance ou France 2030, d'organiser la filière. Comme l'a dit un précédent intervenant, c'est vrai que souvent, on est en silo, on est chacun dans son coin. Il faut qu'on arrive finalement à travailler en équipe. Donc l'équipe de France, elle existe, on souhaite la structurer et il faut lever au niveau réglementaire et législatif un certain nombre de freins. Un exemple tout simple, je portais dans le cadre de la loi sur les Jeux Olympiques 2024 un article qui finalement étudiait et devait porter un petit peu le cadre législatif des caméras intelligentes pour sécuriser et les sites où auront lieu les Jeux, mais aussi les abords. Dans ce fameux article 7, il a fallu que les parlementaires montent au créneau, un certain nombre, on est quelques-uns quand même à travailler beaucoup sur le sujet du numérique, montent au créneau pour un petit peu alléger le cadre réglementaire ou le cadre législatif d'un texte que nous avons écrit nous-mêmes. C'est-à-dire que le cadre, en l'occurrence, précisait que, puisque c'est un sujet un petit peu quand même de tension, on peut dire, les caméras intelligentes, précisait que pour le marché public que va donc diffuser l'État auprès des industriels, on devait prouver, ceux qui allaient répondre devaient prouver depuis l'origine de la conception de leur logiciel, les données sur lesquelles ils avaient travaillé. Autant dire, même si c'est vraiment très vertueux, effectivement, les industriels français nous ont dit désolé, on ne sait pas faire ça. Ce qui voulait dire que, et c'était déjà le cas, des industriels israéliens, américains s'étaient rapprochés du ministère de l'Intérieur pour pouvoir répondre au marché public français. Donc évidemment, nous, notre rôle de législateur, c'est d'empêcher cela pour faire en sorte que ce soit bien les Français qui répondent à ce genre de marché public qui va concerner un événement mondial où, il est vrai, on n'a pas le droit à l'erreur d'ailleurs. Un point qui est important, qui a été souligné bien sûr précédemment et qui est au cœur des travaux que vous portez, c'est comment associer ce numérique éthique responsable. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous soulignez quelque part en filigrane de ce que vous évoquez. Comment est-ce que vous entendez porter cette dimension où finalement l'idée est bien de ne pas se couper du progrès, l'idée est effectivement de respecter aussi quelque part nos valeurs, notre culture, parce que c'est important, tout en finalement permettant la compétitivité de nos entreprises, puisqu'il ne s'agit pas du marché national, mais bien sûr du marché international. Qu'est-ce que vous entendez faire sur cette dimension-là
en faveur du développement d'un numérique éthique. Et donc là, c'est quelque part la convergence de cette transition numérique et de cette transition écologique. En fait, je pense que ça passe également par les marchés publics. Moi, je pense que le législateur, et j'en fais partie, je défends cette idée-là, c'est qu'il va falloir qu'on évolue en France sur les marchés publics. Aujourd'hui, il est interdit sur un marché public de préciser l'origine géographique du produit qu'on achète. Par exemple, je vais vous citer un autre exemple qu'un produit industriel ou un produit technologique. Une cantine municipale ne peut pas acheter les carottes produites à 4 km de la ville où les enfants vont aller à la cantine. Parce que c'est interdit de préciser qu'on veut des carottes qui sont produites localement. Bon, alors, tout en respectant la loi, mais en la contournant ou en la faisant évoluer, dans le respect évidemment de la loi et des règlements, il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer ce genre de choses. Notamment, moi je crois beaucoup aux vertus, et les entreprises travaillent beaucoup là-dessus, les organisations quelles qu'elles soient, sur la RSE. Moi je pense que c'est une piste intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui s'engagent pour le bien-être au travail, pour une éthique, des valeurs développées dans des organisations, dans des entreprises. De plus en plus, les marchés publics, mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour les entreprises qui recrutent, aujourd'hui les jeunes par exemple, posent aux recruteurs, quelles sont vos valeurs? Quel est le sens de mon travail dans votre entreprise? Pourquoi je devrais vous choisir, vous? Eh bien, je pense également que sur les marchés publics, les valeurs de responsabilité sociale et environnementale doivent être prises en ligne de compte, comme la frugalité numérique, comme un certain nombre de choses. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Quand je dis nous, c'est les industriels, les organisations, c'est les associations, les universités. C'est finalement de dire que d'afficher sur un marché public, dans l'écriture du marché public par exemple, eh bien voilà les valeurs que je porte. Je cherche finalement des fournisseurs qui s'engagent sur telle valeur sociétale, environnementale, aussi finalement de cybersécurité, on en a parlé tout à l'heure, que vos produits, vos logiciels, messieurs, dames, que vous venez me proposer pour la sécurité des JO, soient secure by design, un certain nombre de choses comme ça. Ça permet, si on est fin dans les règles d'évolution, d'écriture des marchés publics, je pense que du coup, ça pourrait favoriser largement des entreprises françaises. Évidemment, la cybersécurité est essentielle. Aujourd'hui, des industriels me disaient l'autre jour, et qui travaillent, ce sont des fonds d'investissement, eh bien, c'est déjà le cas pour les grands groupes, ça va l'être de plus en plus pour les PME, les ETI ou les TPE, c'est que dorénavant, les groupes d'assurance ou les groupes bancaires vérifient le niveau de résilience des entreprises, quel que soit le sujet, dont la cybersécurité. Eh bien, ça veut dire que bientôt, ça existe déjà, hein, mais pour tout le monde, on peut imaginer qu'un assureur, qu'un banquier vous dise « Ok, je vous prête de l'argent, mais prouvez-moi que vous êtes secure by design, que vous êtes responsable socialement et environnementalement, etc., etc. » Donc, il y aura des cotations. Et plus vous serez finalement vertueux, plus vous aurez des probabilités d'être assuré mieux à des tarifs plus bas ou avoir des emprunts, des accompagnements de grands projets structurants à des tarifs ou des taux préférentiels. Il faut vraiment intégrer ça. Donc nous, les législateurs, on ne peut pas... il faut qu'on ait ce temps d'avance pour accompagner au mieux et faire les évolutions législatives pour accompagner les sociétés françaises. Ça veut dire qu'en parallèle, il faut également faire des évolutions législatives pour être très exigeant en France sur les conditions de déploiement des opérateurs étrangers. Je le dis sans aucune gêne, et j'ai rien contre les sociétés étrangères, évidemment. Mais par exemple, est-ce normal que, au niveau des télécoms, en France, ce soit les opérateurs qui soient en charge de la mise en état, du déploiement, de l'entretien des réseaux télécoms, alors que les plus gros utilisateurs, à 80%, ce sont les opérateurs étrangers qui utilisent finalement ces vecteurs de communication pour aller servir du streaming nuit et jour à des jeunes sans payer un centime. Bah, moi, je dis non. Moi, je dis non. Et donc, voilà typiquement le rôle que nous, législateurs, pouvons avoir pour protéger les entreprises françaises.
Et sur peut-être, il nous reste une petite minute et c'est la cybersécurité dont vous parliez parce que c'est un sujet important que vous avez abordé longtemps avant de rentrer au sein de l'hémicycle. Quelque part, la cybersécurité, c'est aussi le lien que vous évoquiez. C'est un numérique responsable. La cybersécurité est un pilier demain pour le numérique responsable. C'est aussi, pourquoi pas, un élément différenciant, un axe qui pourrait être mis en lumière en termes de compétitivité vis-à-vis des entreprises, en termes de concurrence, de montrer que cette cybersécurité, finalement, c'est quelque chose d'aussi positif, puisqu'on le montre souvent sous l'axe anxiogène. Et là, ce serait aussi, quelque part, de mettre en valeur cette dimension-là. Est-ce que c'est un sujet que vous allez pousser en particulier au sein de l'hémicycle, ou est-ce qu'on parle des JO, il y a l'après-JO aussi? Oui, la cybersécurité, c'est une nécessité. C'est aussi un sujet de souveraineté nationale, la cybersécurité. Ça concerne absolument tout le monde. Lorsque le législateur propose un texte de loi, et bon, on va déjà, je dirais, ratifier en France, faire appliquer Nice 2. Il y a un certain nombre de règlements européens qui vont tomber et que, évidemment, nous allons soutenir. On va essayer d'être moins royaliste que le roi. C'est-à-dire, on va ratifier, mais on ne va pas en rajouter une couche pour ne pas pénaliser non plus les entreprises quand même. Mais la cybersécurité, clairement, la France a pris du retard. Nous avons pris du retard parce que finalement, cette fameuse prise de conscience que non, la cybersécurité n'est pas qu'un sujet de technicien, mais bien un sujet de gouvernance. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur ce sujet pour faire en sorte que toutes les organisations le prennent au plus haut niveau des organisations, justement, dans les boards, au niveau des directions générales, des collectivités locales, pour faire en sorte que finalement les gens se sentent mieux à travailler, qu'il y ait les bonnes pratiques. L'ANSSI fait un travail vraiment exceptionnel en France. On a fait beaucoup de choses en quelques années, mais ça ne va pas assez vite. Et malheureusement, on voit des sociétés aujourd'hui, je pense à Camaïeu, on ne fait pas le lien direct entre la taxe cyber de Camaïeu et le dépôt de bilan de Camaïeu. Mais il n'empêche qu'il y a quelques mois, Camaïeu a été cyberattaqué. Le coût de cette cyberattaque, c'était 50 millions d'euros. Au moment où, quand ils ont déposé le bilan, il y avait je dirais, le poids de la charge, c'était 80 millions d'euros. C'est 2000 personnes qui sont au chômage. Donc, on ne fait pas le lien directement, mais forcément, l'hôpital de Brest, cyberattaqué, ne s'est toujours pas remis en état de fonctionnement normal, alors qu'ils ont été cyberattaqués. Donc c'est une nécessité. Ça contribue effectivement à, finalement, non seulement à la protection des organisations, et puis l'accompagnement, des textes qui vont dans le sens de plus d'exigences. Et je n'exclus pas aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, ou quelques mois, aujourd'hui, députés en capacité de voter des lois, et on est plusieurs à le partager, nous n'excluons pas la possibilité finalement d'aller un petit peu plus loin et finalement à réglementer sur l'obligation de faire monter en compétence les organisations pour protéger nos systèmes d'information et les entreprises, les collectivités locales et toutes les entités, finalement. Donc une étape 2 après Nice 2 qui va déjà renforcer considérablement le niveau de cyber-résilience finalement de l'ensemble de la nation, puisque elle élargit considérablement le spectre des entreprises assujetties. Et oui, tout à fait. Nice 2, première étape. Les JO 2024, deuxième étape. Ça va être un moment clé au niveau de la cybersécurité, mais pas que sportif aussi, mais au niveau cybersécurité et au niveau sécurité tout court. Il faut bien comprendre que nous sommes dans la ligne de mire d'un certain nombre et d'États et de malveillants qui ont un objectif, faire en sorte que les Jeux en France se passent mal. Donc il faut juste en être conscient et éviter que ça arrive tout simplement. Mais comme Michel Morvan le disait, nous avons des champions en France. Donc on ne va pas évidemment se laisser faire avec facilité et on sait pouvoir compter sur l'ensemble de l'écosystème qui est d'ailleurs réuni en partie aujourd'hui pour y faire face. Merci beaucoup, Anne. Merci et désolée de vous quitter comme une sauvage. Merci beaucoup, Anne Le Henenff. Merci. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors, on a évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels on va poursuivre l'échange avec vous. Yves Cazot, donc vous êtes directeur digital et système d'information au sein du groupe Michelin. Merci d'être avec nous. Et puis, Georges-Étienne Faure, directeur du programme numérique au sein du SGPI. Nous avons entendu Bruno Bonnel à l'instant. Alors, si vous le voulez bien, tous les deux, avant de débuter, de revenir sur les enjeux de souveraineté, d'innovation, on va parler d'industrie du futur et évidemment d'éthique et d'intelligence artificielle. Ça a été évoqué précédemment, l'actualité
et quelques milliers aujourd'hui de personnalités qui se questionnent sur ce futur. On va bien sûr en parler ensemble. Avant cela, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on écoute Luc Julia, qui s'excuse qu'il n'a pu être avec nous, mais qui a quand même souhaité vous adresser un mot. On l'écoute. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une corrélation entre les impacts, on va dire, que ce soit émissions de CO2 ou autres, et la technologie. C'est-à-dire que maintenant, le numérique en particulier est certainement passé devant toutes les autres industries en ce qui concerne les émissions de carbone, par exemple. Donc c'est un problème. Déjà, il faut le comprendre, il faut le savoir. On n'a pas forcément la notion de ce qui se passe, hein. On ne comprend pas forcément les impacts de ces data centers, par exemple, qui sont des énormes machines à fabriquer du CO2 et donc surtout prendre beaucoup d'énergie. Donc il faut déjà comprendre ça et après il faut que quand on réalise des choses, parce qu'on doit continuer le progrès, de toute façon on ne va pas pouvoir l'arrêter, et les IA ou les industries du numérique en général aident aussi évidemment à faire attention, à pas trop produire et à optimiser des choses. Donc il y a cette balance qui va être mise en place et qu'il faut donc considérer chaque fois qu'on crée un projet, chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc déjà, est-ce que c'est utile? Ça, c'est le minimum. Est-ce que c'est utile aux gens auxquels on s'adresse pour faire cette technologie, ce système qu'on crée, qu'on met en place. Et puis une fois qu'on décide que c'est vraiment utile, que ça va faire en sorte d'aider plein de gens, quel est l'impact? Est-ce que l'impact du machin qu'on est en train de créer va pas être pire finalement que la façon dont c'est fait aujourd'hui? Il y a un truc qu'on proposait, alors c'est de pouvoir mesurer. Parce que de toute façon, si on ne peut pas mesurer, c'est effectivement, on ne peut pas comprendre. Et donc nous, on proposait, en parallèle de ce qui s'est passé avec le Nutri-Score, on proposait de faire un Durascore. D'accord? Alors évidemment, c'est un embryon hein, d'idée aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est super intéressant. C'est un score sur la durabilité, donc, hein, quel est l'impact? Encore une fois, c'est toujours la même histoire. Et donc, une fois qu'on fait, on fait une échelle de 1 à 5 ou de je sais pas quoi, et puis donc ça nous permet, chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut dire, bah tiens, l'impact, c'est ça, mais l'apport, c'est ça. Et donc, encore une fois, là, je fais ma balance. Quel que soit le projet, quelle que soit la chose qu'on veuille démarrer, il faudrait, dès le départ, avoir ça. Ce serait durabilité by design. Parce qu'on parle souvent de choses by design quand on commence à créer les choses. Dès le départ, dès qu'on s'assoit autour de la table pour penser à quelque chose, réfléchissons à ces impacts. De toute façon, là, on est dans un monde tel aujourd'hui que tous les projets sont tellement compliqués que c'est des projets qui sont multidisciplinaires en général. Et donc, il ne faut pas hésiter à amener ces disciplines toutes ensemble et qu'elles discutent, qu'elles se battent un peu, hein, parce qu'elles sont là aussi pour se foutre un peu sur la gueule, hein, c'est clair. Mais c'est comme ça qu'on va créer les machins. C'est comme ça aussi qu'on innove. C'est quand on amène des personnes différentes qui vont regarder les choses avec des prismes différents. Et donc, du coup, ils vont pouvoir nous faire en sorte qu'on fasse quelque chose de différent. Et ce qui est sûr, c'est que le mot-clé, c'est encore une fois multidisciplinarité et ouverture. Là, moi, j'ai la chance de travailler dans des boîtes plus ou moins grosses, et donc, plus c'est gros, plus c'est fermé. Et donc, l'idée, c'est de dire vraiment, c'est pas parce qu'on est gros qu'on sait tout. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher les petits pour nous mettre des coups de pied aux fesses. Et je pense qu'il faut continuer à remuer, il faut continuer à pas hésiter à amener tous ces gens différents à travailler ensemble. Et puis, dans des écosystèmes comme celui-là, je pense que c'est une excellente façon de coller ces morceaux en ayant une chose comme System X avec ces ingénieurs propres qui font des choses et qui vont aller chercher, qui sont assez ouverts pour aller chercher des choses autour d'eux, quoi. Donc, l'idée est super, donc bonne continuation et félicitations.
Georges Etienne, je vous propose qu'on revienne ensemble sur un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, des points que vous pouvez partager avec Luc Julien. Yves Cazot aussi, on va y revenir ensemble sur, finalement, c'est ce qu'il disait au départ, on parle d'impact, on parle de durabilité, il faut déjà comprendre cet impact. Et on voit que ça paraît très simple, mais finalement, c'est quand même pas aussi simple que ça. Sur l'enjeu des data centers, par exemple, qu'il prenait, qu'il citait, on voit bien qu'il y a finalement deux approches. Il y a quel est l'impact des data centers, et on entend parfois des chiffres, voire des éléments décriés. Et puis, il y a aussi comment les data centers sont aujourd'hui utilisés à des vertus, finalement, de transition écologique. Si on parle de récupération de chaleur fatale, par exemple, on voit bien qu'il y a aussi une démarche qui peut être vertueuse du numérique en faveur de la transition écologique. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'impact ? Pourquoi c'est essentiel et puis pourquoi il faut aussi un petit peu objectiver tout ça avec une vision peut-être un peu scientifique, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut savoir démêler le vrai du faux. C'est vrai que la question est multiple, mais d'abord sur les impacts, on voit passer toutes sortes de choses. Parfois assez fantaisiste, quand on voit le poids en carbone d'une pièce jointe, le coût d'un mail, parfois relayé par des gens tout à fait estimables, parfois même des ministres. On essaye de corriger des choses, mais on voit qu'on est vraiment sur une discipline et une compréhension naissante de ces enjeux-là. L'impact environnemental du numérique, déjà on peut se le dire, il est relativement faible comparativement à la plupart des industries. Pour autant, bon, j'ai Michelin à côté de moi, donc ça, je crois que ça se discute pas tellement. En revanche, c'est pas parce que cet impact est proportionnellement plus faible qu'on ne doit pas le traiter. Et puis, de toute façon, c'est quand même une industrie qui, pour le coup, est en développement exponentiel et dont on doit, quoi qu'il arrive, maîtriser cet impact environnemental. Et donc, la première étape, si on agit en tant que scientifique, ingénieur ou décideur public, c'est quand même d'objectiver les choses. Et donc, on va essayer de travailler dans les semaines et les mois qui viennent à objectiver ces choses, y compris d'un point de vue scientifique, puisqu'on a toute une stratégie qui se met en place sur ce qu'on appelle le numérique responsable ou le numérique éco-responsable, avec notamment des programmes de recherche qui seront amenés à produire de la connaissance et des outils de façon à être en capacité de transmettre à la société civile et à l'économie des indicateurs, des méthodologies les plus fiables, les plus exactes possibles, de façon tout simplement à mesurer cet impact, et mesurer évidemment dans un but de réduction. Et c'est évidemment la face émergée de l'iceberg, parce que le numérique a un impact, mais le numérique surtout peut être un outil qui permet de minimiser les impacts de l'industrie, qui permet de modéliser des choses incroyablement complexes. Ce n'est pas aux gens de Systemix et de systématique que je le dirais. Et donc, d'appréhender un monde de plus en plus complexe et de gérer de façon plus efficace toutes les transitions qui nous attendent. Un score de durabilité, comme évoquait Luc Julien, c'est quelque chose qui peut tout à fait faire sens, peut-être dans la vulgarisation aussi. Oui, alors quand on parle d'évaluation de l'impact, il y a évidemment des évaluations très fines et scientifiques, et puis après il y a des simplifications et des choses qui, selon les publics auxquels on s'adresse, qu'il s'agisse d'industriels qui vont avoir besoin d'exactitude, parce qu'un jour il y aura peut-être, enfin il y a déjà, mais il y aura peut-être encore plus de fiscalité liée aux enjeux écologiques, et le grand public qui est simplement soucieux de limiter un petit peu son impact personnel, évidemment que ce n'est pas le même niveau de granularité. Et tous les outils sont nécessaires. Et c'est pour ça que quand on fera travailler des scientifiques, on fera travailler aussi des gens des sciences sociales, de façon à travailler le nudge et la compréhension de tout ça. Alors on parlait d'industrie, on parle de prise de conscience, on parle de comprendre l'impact. C'est évidemment ce que vous avez fait au sein du groupe Michelin. On voit qu'il y a quand même une véritable prise de conscience aujourd'hui au sein de l'industrie. Quelque part, elle n'a pas le choix finalement pour s'insérer dans ce qu'on attend d'elle et dans ce monde de demain. Comment ça se matérialise au sein du groupe Michelin ? Alors le groupe Michelin...
calcule et mesure. On a passé tout ça depuis de bon nombre d'années. Donc on fait notre bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. On fait le bilan carbone numérique, donc je vais vous donner des idées. Le numérique de Michelin, c'est 35 000 tonnes. Michelin scope, on va dire, et ça fait l'équivalent d'une usine. On a 70 usines dans le monde. Le Michelin fait à peu près 2 millions de tonnes en scope 2, à peu près une dizaine en scope 3. Et si on compte toutes les voitures dans le monde ou les véhicules qui ont des pneus Michelin, en scope 3 étendu, on est à 100 millions de tonnes. Donc ça vous donne déjà une idée des rapports de grandeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a mesuré et on cherche à comprendre. Donc on prend pour chacune de nos dépenses numériques, que ce soit les data centers, vos devices, nos devices, les réseaux, on fait un produit, une analyse classique, coût unitaire carbone par unité d'œuvre. Alors pourquoi? C'est ce qu'on fait depuis très longtemps en informatique pour réduire ses coûts. On fait pareil pour réduire ses coûts carbone. Et ça permet de remettre entre les mains des utilisateurs la responsabilité du nombre de devices et de l'usage qu'ils font, et la responsabilité de mes équipes pour se dire c'est quoi le futur, quels sont les coûts carbone unitaires. Et là, il y a plein de bonnes nouvelles devant nous. Ceux qui connaissent un peu comment on fabrique des chipsets, c'est la gravure qui coûte cher. Quand vous regardez votre laptop, ce qui coûte cher, c'est pas tellement l'électricité, c'est sa fabrication. C'est l'inverse si vous avez un serveur. Et si vous regardez ensuite votre objet laptop devant vous, le poids, tout l'appareil est faible par rapport au coût de gravure du chipset. Et si vous écoutez dans ce que fait AMD et ce que les roadmaps AMD, ça va bien baisser. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Un petit mot quand même sur les data centers, parce que celui-là, je ne résiste pas. Les data centers, c'est 200 TWh dans le monde en 2020, en 2010 et en 2000. Alors que le nombre de serveurs a fortement augmenté, près de 60% d'une décennie sur l'autre. D'ailleurs qu'on progresse en fait. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, parce que là, je suis légèrement de mauvaise foi. Je compte tous les data centers, mais je ne parle pas de blockchain. Et à votre avis, ça fait combien, blockchain, Bitcoin, Bitcoin tout seul? Et en 2020, ça fait 100. Ça fait la moitié de toute l'informatique mondiale, Netflix, le streaming, enfin, tous les trucs que vous pouvez penser, Michelin, Microsoft, tous là. Tout ça, ça fait Bitcoin, et lui tout seul, il fait la moitié. Et il faisait 1/10 2 ans avant, et combien il fera dans 2 ans, je ne sais pas, mais si vous savez, ça m'intéresse. Alors, je reviens un petit peu sur nous, sur Michelin. On est comme tout le monde dans une société civile qui s'inquiète, parce qu'on lit le numérique, c'est 4% aujourd'hui, c'est 10% en 2030. Alors, je pense que c'est faux. Je fais partie de l'Académie des technologies. On avait fait un rapport il y a 10 ans. Alors, regardez un petit peu les chiffres. Comme je vous dis, ça augmente. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça augmente, et comme on veut tendre vers zéro, le fait que ça augmente est embêtant. Donc, il y a du travail à faire. En revanche, se dire ça va faire x4 d'ici 2030, c'est pas vrai, et ça ne participe pas à un climat serein. Donc, je suis extrêmement, et alors mes camarades de l'IRT Sémique le savent, je suis très très favorable à ce qu'un certain nombre de scientifiques se mettent d'accord, regardent les publications. Il n'y en a pas beaucoup. Pour une publication scientifique, il y a 10 papiers qui font du riage de chiffres pas compris ou mal cités. Je donne un exemple très amusant, c'est savoir, à votre avis, combien de temps on utilise un laptop. Pour à peu près 10 publications que vous avez trouvées, dont l'ADEME, etc., vous aurez des formules, des règles de 3, allez, 8 heures par jour, 20. Et puis après, il y a quelques personnes qui vont faire l'effort de prendre une cohorte, c'est beaucoup plus long. 1000 personnes, on les suit pendant un an, on met un mouchard et on regarde la consommation. Donc, il y a très peu de travail scientifique et il y a beaucoup d'avis sur le sujet. Donc, j'en dis pas plus, mais l'objectivation parfaitement. Qui est attendue. Comment est-ce que le numérique aujourd'hui vous permet justement de renforcer cette transition écologique au cœur de cette industrie qui est la vôtre et donc finalement de designer cette industrie 4.0 ? Alors, je vais parler de l'industrie 4.0 parce que ça, c'est assez rigolo, mais juste quand même comprendre. Mon patron de la supply chain, il me dit c'est pas compliqué. Pour un logiciel qui optimise mieux mon chargement des camions, je fais tout ton bilan numérique. Voilà. Donc c'est ça l'ordre de grandeur. On utilise aujourd'hui, par exemple, dans les choses un peu sympas qu'on fait d'un point de vue durable, on fait 2 choses. On optimise la consommation électrique des usines, et c'est pareil, ça fait plus, on gagne plus que toute l'informatique de Michelin avec une seule. Ou encore plus sympathique, parce que c'est un vrai souci qu'on a, c'est l'impact sur l'eau et sur l'eau potable. Donc on utilise le digital pour réduire nos consommations d'eau. Si on regarde un petit peu, on prend un peu de recul, et on suit le modèle, je vais changer de l'ACATEC, qui est l'Académie des technologies allemandes, qui dit finalement l'industrie 4.0, c'est une courbe de maturité. Une fois qu'on a mis
des puces partout, des capteurs. On utilise cette donnée pour d'abord mieux voir, mieux comprendre, puis après mieux prévoir et mieux s'adapter. Et chez Michelin, on a réussi déjà, dans toutes nos usines, on a des capteurs partout, des réseaux, on a des réseaux Kafka, on fait passer des normes, on a des data lakes, et on fait quelque chose dont je suis très fier, c'est on fait du citizen development, c'est-à-dire que tout le data visualization, il n'est pas fait par les équipes informatiques, il est fait par les opérateurs qui, avec des approches low-code, font leurs outils de pilotage, et on gagne beaucoup d'argent avec ça. Donc ça, c'est la première étape. L'étape 2, c'est de faire de l'IA un peu plus sophistiquée. Là, on retombe sur ce dont on parlait, de faire du machine vision. Là, je reviens de Cuneo. Cuneo, c'est une de nos usines phares en Italie du Nord. On a des robots de machine vision qui font du contrôle qualité de pneus, avec des caméras multiples et des réseaux neuronaux profonds, ça marche très bien. Et un autre truc dont on est fier, c'est qu'on a remplacé nos presses. Donc un pneu, si vous ne savez pas du tout à quoi ça ressemble, c'est comme un gâteau. Au début, on empile les couches, puis on le fait cuire dans une presse vapeur, ça fait pas mal de CO2. Et on est en train de remplacer par des presses électriques. Et on les fait charger par des petits robots autonomes. Alors ça fait vraiment science-fiction. Si vous avez des petits robots autonomes qui se baladent les uns, qui vont charger les pneus crus et qui les mettent dans les presses. Et alors on gagne un facteur 5 en émissions de CO2. Donc ça fait rien que Cuneo, ça fait toute l'informatique de Michelin. Quels sont les projets, Georgette, que vous regardez aujourd'hui de près? Comment est-ce que vous les accompagnez en associant innovation et transition écologique? Alors, il y en a beaucoup. D'abord, c'est déjà depuis plusieurs années un critère absolu dans tous les appels à projets et dans tous les projets qu'on soutient et qu'on finance. Il y en a un certain nombre dans cette pièce, donc vous le savez. Les critères environnementaux sont désormais des critères de base dans tous les appels de France 2030. Et c'est évidemment hyper important. Donc, à minima, on ne finance rien de négatif pour l'environnement. Donc, c'est déjà une base qui est relativement importante et qui n'est pas simple, notamment sur un certain nombre de projets industriels. Ensuite, on va donner des bonus très particuliers et regarder avec une grande attention tous les projets, je le disais, de numérique qui vont permettre d'aller mieux appréhender la transition écologique. Alors on parlait tout à l'heure de transformation de l'industrie. On a aujourd'hui des transformations d'usines qu'on finance et qu'on accompagne et qui sont spectaculaires. Il y a des exemples vraiment incroyable, tant sur l'économie circulaire que sur même le generative design qui permet de concevoir des pièces qui sont plus économes en matériaux, ce qui permet ensuite, puisqu'on utilise moins de matières premières, on est en capacité de la sourcer mieux en absorbant éventuellement le surcoût et en rentrant tout ça dans une équation économique soutenable. Mais tout ça sont des travaux d'optimisation, sont des travaux qui font appel à des calculs très intenses et ce sont des travaux qui demandent d'être à la pointe de la R&D. Et donc tous ces projets de R&D, il y a des choses, on est allé visiter, et on revient sur les data centers finalement, l'autre fois, et c'est des choses qui aujourd'hui sont opérationnelles, mais qu'on connaît encore trop mal. Un studio d'animation qui s'appelle Fortiche, et qui fait, pour les plus jeunes peut-être de la salle, ou d'ailleurs les plus geeks, un animé qui s'appelle Arcane, qui marche très bien aujourd'hui. Ça, tout le rendu de ces images-là se fait sur des data centers répartis avec des chaudières numériques d'une start-up qui s'appelle Carnot Computing. Et ça, en fait, c'est des calculs qui ne diffusent pas de la chaleur qui part dans l'environnement, mais qui diffusent de la chaleur qui part soit dans le chauffage de logements sociaux, soit dans l'eau chaude utilisée par les piscines, etc. Et ça, c'est une réalité industrielle aujourd'hui. C'est le genre de projet qu'on soutient aujourd'hui. Il y a de plus en plus, y compris dans le monde de la culture, qui a priori pas un monde qu'on se dit très tourné vers l'environnement, ni même très impactant pour l'environnement. C'est des choses qu'on accompagne pour faire ces transformations vers plus de verre et plus de responsabilité environnementale. Des sujets qui évidemment touchent l'ensemble de la société, et c'est ce que vous évoquez à travers évidemment ce sujet transverse. J'aimerais qu'on revienne peut-être quelques instants sur l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, et puis cette question de l'éthique, et évidemment c'est au cœur de l'actualité, et puis c'est le sujet que nous évoquerons bien sûr avec Madame Gabriela Ramos de l'UNESCO qui nous fait l'immense amitié d'être avec nous
aujourd'hui. C'est évidemment un sujet qui vous incombe au quotidien dans ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Vous avez des travaux qui sont érigés. L'IA fait partie des points centraux de votre feuille de route. Alors, je ne sais pas si on parle à 3 ans, 5 ans. En tous les cas, ça fait partie clairement de ce sur quoi vous travaillez. Comment vous intégrez cette dimension? Comment est-ce qu'on ne franchit pas cette limite rouge? Alors, je vais donner quelques idées. Alors, on fait de l'IA un peu partout chez Michelin. Le problème des biais algorithmiques est pas le plus évident quand on traite des données de machines d'IoT. On a un petit peu de notre informatique qui est en face de clients et on traite un peu de données clients, mais c'est pas l'essentiel. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'on cherche à faire. Nous, on cherche à inventer le pneu, être carbone neutral en 2050, et donc de dire on a un pneu, il a 0 impact. Un pneu, ça a 2 propriétés, ça transmet des forces, on met des gros camions dessus, et ça permet de tenir la route. Donc, il y a des choses très dures, donc il faut que ce soit entièrement recyclé. Et il y a des choses qui s'usent, parce que sinon il n'y aura pas de friction. Et là, il faut que ce soit biosourcé, soit des matériaux recyclés. Ce que vous avez dit sur l'économie circulaire fait partie de nos axes clés. Alors, pour inventer ce pneu de demain, on fait quoi? On fait de la simulation hybride, ce dont a parlé Michel Morvan, c'est-à-dire on fait effectivement du jumeau numérique avec du machine learning, soit simplement pour accélérer le calcul, mais aussi pour inventer des nouvelles formes et des nouveaux matériaux. Après, on fait beaucoup de machine learning, comme je le disais, dans les usines, en vision. On en fait aussi pour optimiser la supply chain, parce que dans nos coûts carbone, on fabrique, nous on est dans des usines partout dans le monde et on livre des pneus partout dans le monde, mais il y en a quand même pas mal qui se promènent. Les pneus de génie civil, il y a 2 usines dans le monde, ces pneus qui font plusieurs tonnes, ils se promènent par bateau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on investit sur la possibilité de mettre des voiles sur les cargos. Donc on fait toutes sortes d'IA et il y a une grande variété. Ce qui fait que la dimension éthique, on l'a dans la partie qui est liée au e-commerce. Donc par exemple, quand on a une filiale qui est Black Circle, qui est le leader au UK, donc la force dans le e-commerce comme Amazon, c'est très très vite savoir qui vous êtes et vous faire la bonne recommandation. Et là, tout de suite, il y a des problématiques. Parce que est-ce que la façon dont vous avez récupéré les données est parfaitement la bonne? Et puis, est-ce que dans ce que vous extrayez, vous n'avez pas des biais? Mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'activité de Michelin, c'est un petit morceau. Un petit morceau, mais qui va devenir très grand, on n'en doute pas, sous votre impulsion, Yves Cazot. Georges-Étienne, ça c'est un sujet que vous portez d'ailleurs depuis longtemps, qui vous tient particulièrement à cœur, si je puis utiliser cette expression. Évidemment, c'est cette question d'éthique, d'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi de la souveraineté dont on parlait avec Anne Le Henanff il y a quelques instants. Ça bouscule aussi un petit peu forcément la puissance publique qui doit se saisir de ce sujet, qui s'en saisit, mais on voit bien la complexité et les difficultés qui sont face à nous. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension aujourd'hui dans les projets, dans les actions, dans le processus d'accélération de la stratégie que vous portez ? Alors, finalement, l'intelligence artificielle, elle est au carrefour de ce qu'on peut appeler le numérique responsable. Numérique responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un numérique souverain, et par souveraineté, ce qu'on entend, c'est des technos qui nous laissent maîtres de notre destin. Ça ne veut pas dire forcément français. Évidemment, si c'est un acteur français qui les fournit, on n'est pas astreint à des lois d'un autre pays. Ça peut vouloir dire aussi, et je sais qu'il y a forcément des gens qui sont sensibles dans la salle, quelque chose qui non pas appartient à un pays, mais n'appartient à personne. Donc un commun numérique, de l'open source, parce que ça laisse justement cette composante de maîtrise de son destin et donc de souveraineté. Numérique responsable, c'est aussi un numérique éthique, parce que même si c'est de la technique, ce sont des choses qui portent des valeurs. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Bruno Bonnell, mais il y a une conception française et européenne de la vie privée. Et il est évident que sur tous les sujets, et je ne suis pas certain d'être en accord total avec l'interlocutrice précédente sur les sujets vie privée, reconnaissance par des moyens d'intelligence artificielle, etc. Mais il y a une conception française et européenne de la vie privée et il faut que les technologies qu'on développe reflètent
cette spécificité. Il y a une spécificité française et européenne de la liberté d'expression. La liberté d'expression est évidemment pas la même en France et dans les pays anglo-saxons, a fortiori évidemment dans d'autres pays. C'est très important que les logiciels qu'on développe et qui seront de plus en plus prégnants dans la vie publique comme dans notre vie en tant que société reflètent aussi ces valeurs. Donc ça c'est l'éthique. Et puis on a parlé de respect de l'environnement. Mais donc c'est hyper important pour la puissance publique aussi. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il y a des gens qui nous disent « Non, mais on ne refera jamais ChatGPT en France », peut-être, peut-être pas, ça se débat. Moi, j'ai des gens, au contraire, toute la journée qui viennent me voir en disant « 30 millions et 6 mois, pas de problème, je te refais un euro-GPT ». Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas l'économie d'avoir des solutions, que ce soit d'ailleurs des modèles faits ailleurs, mais dont on garantit l'ouverture, la fiabilité, on garantit qu'ils sont entraînés sur des corpus que nous maîtrisons, ou en tout cas dont nous maîtrisons le fait qu'ils ne présentent pas de biais, mais on ne fera pas l'économie d'être en capacité de maîtriser notre destin et conserver une affirmation des valeurs qui sont les nôtres. Parce que derrière, bien évidemment que autant dans ma vie personnelle, je peux accepter que un algorithme prenne une décision à ma place sur le fait d'allumer le chauffage au moment où je rentre en vacances ou d'allumer la lumière ou de fermer les volets sans forcément comprendre absolument les tenants, les aboutissants. Bon, c'est pas très grave, c'est de la domotique éventuellement. Autant l'État en tant qu'État ne peut pas, enfin c'est très difficile de dire je prends une décision pour le citoyen sans que le citoyen ne comprenne comment cette décision a été prise, sur la base de quoi, quelles sont les raisons. Et donc les enjeux d'explicabilité et donc derrière de confiance, qui sont au cœur des travaux d'une partie des travaux de Systemix, sont évidemment des enjeux qui sont primordiaux pour l'État, parce qu'on ne peut pas se permettre c'est déjà suffisamment énervant quand au guichet quelqu'un vous dit ah bah oui non mais c'est pas moi, c'est la machine. Si on le généralise à l'ensemble du service public, ça devient très compliqué. Et donc effectivement, cette approche de la confiance que vous évoquez à l'instant, qui finalement est le pilier de cette société de demain que nous devons décider, et j'en reviens à ce que vous disiez, qui finalement est bien rester maître de son destin. Et je crois que le destin de l'IRT Systemix est plutôt bien porté. En tous les cas, on en définit bien les contours aujourd'hui, on l'envisage, on suivra bien sûr ces travaux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci infiniment.